ça va plutôt être au niveau du mental, au niveau de la discipline. Souvent, quand on va s'entraîner, on se dit bon, bah si je m'écoute trop, je fais rien. C'est aussi vrai. Mais si on s'écoute pas du tout, on va aussi dans le mur. Mais du coup, voilà, j'ai pas couru. Et en plus, à New York, tu sais que tu manges pas forcément très diététique, hein. Il y a quelques burgers qui quand même sont passés par là. Longue et que ça va être, excuse-moi l'expression, un peu la glandouille à Punta Cana. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. On est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et on espère que vous allez bien, que vous êtes détendus. En plus, on est à quelques jours de l'été, synonyme pour beaucoup d'entre nous de vacances et de repos bien mérités. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, avec Fred, on a décidé de lancer une série d'émissions qui va justement être dédiée au repos et à la récupération. C'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement important et qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder dans l'émission et on ne voulait pas terminer la saison 1 sans vous en parler. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a décidé de vous proposer non pas une, mais deux émissions spéciales pour traiter ces sujets-là. Et vous allez voir, même si sur le papier, ça peut paraître simple, cette question de la récup et du repos, nous, on a plein d'informations à vous donner pour optimiser tout ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu scinder cette émission en deux parties pour que ça puisse être le plus digeste pour vous et que vous puissiez mémoriser un maximum d'informations. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au repos, puisqu'on a quelques jours des vacances et donc c'est de circonstance. Mais avant ça, j'aimerais accueillir un homme qui, lui, ne prend jamais aucun jour de congé, puisque c'est une machine et que les machines, ça se repose pas. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de notre bien-aimé Fred. Fred, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va super bien et je pense que même si je ne prends pas trop de repos, le temps va bientôt arriver pour que je prenne quelques petites semaines de relâche et toi aussi d'ailleurs, je pense. Oui, tu penses bien. C'est vrai que je vais prendre quelques jours de congé bien mérités. Et c'est vrai aussi que la saison 1 arrive bientôt à sa fin. Il nous reste cette émission plus une interview. Et on vous réserve aussi une émission un peu spéciale qui va être un hors-série. Ça va être un FAQ où vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. On va interagir ensemble. Ça va être vachement bien. Et on va diffuser cet épisode-là durant l'été. Comme ça, vous allez pouvoir nous écouter sur la plage. Mais voilà, c'est vrai que la saison 1 arrive à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas. On sera de retour dès le 1er septembre prochain pour une saison 2. Et on va pas faire que se reposer pendant les vacances. On va travailler, on va imaginer des nouveaux formats d'interview, des nouveaux concepts pour essayer de vous surprendre pour cette saison 2 et faire en sorte qu'elle soit encore meilleure que la première. Mais en tout cas, Fred, c'est important de noter que finalement, même toi, tu prends des congés, quoi. Ah, il faut toujours, parce que ça permet de repartir du bon pied et c'est bien ce dont on va parler aujourd'hui. Effectivement, Fred, on va parler du repos aujourd'hui et comme je l'ai dit à l'instant, on va faire deux épisodes, un consacré au repos et un autre consacré à la récupération. Ça peut paraître un peu étrange parce que le repos et la récupération, peut-être qu'on pourrait l'assimiler, mais non, c'est vraiment deux choses différentes. C'est ce que tu nous confirmes, toi Fred, le repos et la récup, c'est pas pareil. Alors effectivement, c'est pas la même chose et il faut bien différencier les deux. En tout cas, tel qu'on va vous le présenter, vraiment, le repos doit être considéré comme cette phase où vous allez pouvoir vous régénérer. C'est pour ça que vous m'entendrez surtout parler de régénération afin de pouvoir repartir de plus belle. Et dans récupération, lorsqu'on abordera ce sujet, ça sera plus quelle méthodologie, quels outils je peux mettre en place pour optimiser l'assimilation de l'entraînement afin d'être performant. C'est noté, Fred, le repos, c'est vraiment quelque chose qu'on va programmer dans l'entraînement pour régénérer notre corps, régénérer notre mental et faire du jus, bien se reposer, alors que la récupération, c'est plus quelque chose qu'on va faire au quotidien pour bien assimiler les entraînements et éviter aussi les blessures. Sinon, Fred, permets-moi une petite parenthèse, juste pour inviter nos auditeurs à bien rester jusqu'à la fin de l'épisode, notamment l'instant lifestyle, puisqu'on va vous parler de quelque chose qui nous tient très à cœur en fin d'émission, donc restez bien juste au bout.
Mais sinon, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, Fred, dans le dernier épisode sur la bigorexie, tu nous as parlé de l'importance de la coupure estivale pour bien se régénérer et se reposer. On va traiter ce sujet plus en détail aujourd'hui et justement, ma première question, est-ce que finalement, cette coupure, elle est indispensable pour tous les coureurs? Est-ce que si j'ai pas envie en fait de m'arrêter, que je veux rester au taquet dans mes entraînements, je peux faire l'impasse dessus? Alors moi, je déconseillerais totalement de faire l'impasse sur ce repos estival pour différentes raisons. La première, très concrète, on en a parlé dans le cadre de la bigorexie, c'est qu'il faut un peu relâcher tout ce stress qu'on s'impose. Le stress à la fois psychologique par rapport à l'attente de résultats, mais le stress physique qu'on impose à son organisme, il faut le laisser, entre guillemets, respirer. Et c'est pour ça que je te disais que j'aime beaucoup employer le terme de régénération. C'est ce temps qu'on va s'accorder entre guillemets, pour se remettre à neuf au niveau physique, physiologique, psychologique, pour pouvoir repartir du bon pied. Et c'est un moment vraiment privilégié qui va vous servir à vous, mais aussi à votre environnement. Et là aussi, on en a déjà parlé ensemble, que ce soit l'environnement amical, familial. Eh bien, si un moment dans l'année, vous coupez un peu, ça vous permet de plus profiter des autres et eux, de vous, et ainsi ils pourront être également plus investis lorsque vous reprendrez l'entraînement, plutôt que de vous pousser dans une forme d'usure et de risquer ce qu'on pourrait appeler un burn-out sportif. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Fred, et je vais parler un peu de moi, désolé, mais moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette phase de repos et de récupération. Alors, je t'avoue que l'idée de profiter de mes vacances, de profiter de la plage, du soleil, sans me poser la question d'aller courir, c'est quelque chose d'assez agréable et c'est pas quelque chose qui me déplaisait en soi, mais franchement, tu te donnes tellement de mal à t'entraîner quotidiennement, c'est tellement dur en fait d'arriver à un certain niveau qu'en fait, si tu t'arrêtes, tu te dis finalement je vais perdre du niveau, je vais pas réussir à revenir, ou ça va être très dur pour revenir. Et en fait, du coup, ça dissuade, quoi. Ça, je pense que ce que tu exprimes, on le connaît tous et toutes nos auditrices et tous nos auditeurs connaissent ce sentiment de se dire si j'arrête, papa, avec tout ce que j'ai fait, on perd tellement vite, c'est le sentiment qu'on a, on perd tellement vite et on met tellement de temps à atteindre un certain niveau. Moi, je te prendrais à l'inverse, je te dirais si tu continues perpétuellement à t'entraîner, à augmenter les charges de travail, il va arriver un moment où tu vas stagner et voir, tu vas te blesser ou être dégoûté de la course à pied et du coup plus pouvoir rien faire. Donc cette pause-là, elle te permet vraiment de repartir de plus belle et de faire fructifier les entraînements de la saison passée. Je comprends parfaitement l'importance de couper pour éviter la lassitude dans l'entraînement et se régénérer, mais tu sais que la course à pied est un sport ingrat et malheureusement, dès qu'on arrête de s'entraîner, on perd assez vite du niveau. D'ailleurs, ma question, Fred, c'est la suivante. Est-ce que toi, avec les différentes études que tu as réalisées ou que tu as pu étudier, est-ce que tu es capable aujourd'hui d'estimer précisément la perdition de performance au fil des semaines de repos? Est-ce qu'au bout d'une semaine, on perd tant de niveau, au bout de 2 semaines, tant de niveau? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça, vraiment, ça m'intéresse. Alors effectivement, comme tu le dis très bien, il y a un impact sur le désentraînement. Alors, à savoir que ça a été étudié par la sommité mondiale dans le domaine du désentraînement. C'est un physiologiste basque qui s'appelle Inigo Mujica et qui définit lui-même le désentraînement comme une perte complète ou partielle des adaptations induites par l'entraînement sur les structures anatomiques, la physiologique et les performances dues à un arrêt ou une réduction de l'entraînement. Donc il y a inévitablement, ça il faut bien le comprendre et l'accepter, un impact sur le fait de moins s'entraîner. Maintenant, il a quand même été défini que le désentraînement court, c'est-à-dire inférieur à 4 semaines, a un impact limité. Ces impacts se structurent autour de 4 points. En termes de performance cardiaque, très vite, en quelques jours, tu as un phénomène de réduction du volume plasmatique, c'est-à-dire le volume de sang qui va dans le corps et qui du coup bride le cœur en lui proposant moins de sang à propulser à chaque battement. Donc ça, très concrètement, ça veut dire que tu as moins d'oxygène qui arrive dans les muscles, moins de nutriments. Donc voilà. Sur le plan métabolique, en fait, les pompes, là on est vraiment dans l'intérieur des cellules, qui faisaient entrer le glucose à toute vitesse afin de faire fonctionner les cellules musculaires, eh bien il y en a moins également. Et là aussi, ça apparaît vraiment au bout de 10 jours, on commence à avoir une baisse de l'ordre de 70%. Mais ça devient plus important après 4 semaines. Troisième point, la vascularisation des muscles et leur qualité propre, c'est-à-dire la répartition entre fibres rapides, fibres lentes, comme on disait auparavant, elle est assez peu impactée sur un désentraînement court, c'est-à-dire inférieur à 4 semaines.
Et enfin, sur le plan hormonal, la seule chose qu'on constate, c'est que la sensibilité à l'insuline varie du fait des changements métaboliques dont on a parlé, mais sinon aucun changement profond. Donc voilà, globalement, un arrêt de 10 jours commence à avoir des conséquences sur ta VO2, donc sur ta VMA, de l'ordre d'une baisse de 10 à 15%. Mais à part cela, si ça ne se prolonge pas au-delà des 3 semaines, ça reste très limité. Par contre, si l'arrêt se prolonge, et là je parle d'arrêt total, au-delà de 4 semaines, on peut avoir une perte bien plus significative. C'est plutôt rassurant. Ce que tu nous dis, moi ce que je note finalement, c'est que en dessous de 10 jours d'arrêt, il n'y a pas d'impact significatif du désentraînement sur nos performances. Alors évidemment, ça s'inscrit dans le cadre d'un programme d'entraînement continu. Si on réitère tout le temps des phases de récupération, de repos de 10 jours, là ça va fausser la donne, bien sûr. Mais du coup, Fred, moi la question que je me pose, combien de temps tu nous conseilles de programmer pour ces phases de régénération? Est-ce qu'on doit faire plutôt 10 jours d'arrêt, 3 semaines, 1 mois, voire même 2 mois? Pour toi, c'est quoi l'idéal pour pas trop perdre et revenir surtout dans les meilleures conditions sans que ce soit trop difficile? Alors moi, je conseillerais, pour que ça ne soit pas trop pénalisant, comme tu le dis, c'est de ne pas excéder 3 semaines. 3 semaines, c'est un peu comme au boulot, si tu veux. Je vais te faire un parallèle qui, je pense, va parler à tout le monde. Quand tu prends juste une semaine de vacances, tu déconnectes pas trop. Quand tu prends 15 jours, oui, tu déconnectes à moitié. 3 semaines, là, tu déconnectes vraiment, parce que tu as une semaine où vraiment tu as déconnecté, une semaine où tu pensais plus à rien et une semaine où tu commences à te remettre dedans. Alors que si tu pars en vacances 4 semaines, 1 mois et demi, 2 mois et demi, là tu perds totalement pied avec le monde professionnel, tu rentres au bureau, tu ne te rappelles même plus le code de ton ordinateur. Donc tu vois, la course à pied c'est à peu près la même chose, c'est que tu as une forme de durée, comme ça on va dire optimale, qui te permet de reprendre dans des bonnes conditions, d'autant plus si tu n'as pas eu une coupure totale, tu peux avoir arrêté de courir, mais tu as pu faire d'autres choses également. Effectivement, le corps, c'est une incroyable machine d'adaptabilité et il va se débarrasser de tout ce dont il n'a pas besoin. Donc, si vous vous entraînez plus pendant une période prolongée, il n'a aucun intérêt à conserver un corps athlétique parce que là, ça lui sera inutile. Mais par contre, là où il est très fort, c'est qu'il a une très grande mémoire musculaire. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que plus vous vous entraînez et plus le retour sera facile. Et d'ailleurs, on peut le constater, si vous avez des amis qui même pendant une période étaient très sportifs quand ils étaient jeunes et qui ont arrêté pendant 10, 15, 20 ans, eh bien ils vont revenir à la course à pied avec beaucoup plus d'aisance que quelqu'un qui a toujours été sédentaire. Ça, c'est lié à la mémoire musculaire. Donc, plus vous vous entraînez, plus ce sera simple de revenir. Exactement. Plus tu étais entraîné, entre guillemets, plus tu avais un haut niveau avant la coupure, plus le retour à un niveau normal sera rapide. Ça, c'est totalement évident, en fait. Et c'est ce que montre également Inigo Mujica dans ses études, c'est que par rapport à un sédentaire, un sportif reprend plus vite et on va dire récupère plus rapidement l'ensemble de ses capacités et aptitudes qu'il avait développées grâce à l'entraînement. Et c'est plutôt rassurant, finalement, cette mémoire musculaire, elle est ancrée en nous et quasiment indéfiniment. Après, à mon avis, ce qui est le plus compliqué pour revenir après une période de coupure, de repos, c'est pas forcément au niveau physiologique, ça va plutôt être au niveau du mental, au niveau de la discipline. Il faut se remettre dans un mood entraînement, réapprendre à avoir de la rigueur, à s'entraîner. Et après une période de coupure, on a un peu tendance à traîner la patte, quoi. On n'est pas tout de suite au taquet. Et c'est peut-être ça finalement qui freine certains d'entre nous à prendre des périodes de repos, c'est qu'on a peur de perdre cette niaque, quoi. Totalement, et d'autant plus que le sportif, notamment en course à pied, aime aller s'entraîner, il aime vraiment tout donner sur la piste ou sur les sentiers, tout dépend où il s'entraîne. Et lorsqu'on lui dit mets-toi au repos, parce que c'est quand même l'expression qu'on utilise le plus souvent, c'est pour ça que je préfère régénération, ça parle beaucoup plus sur l'objectif de cette période-là. Parce que quand on dit repos, on a l'impression que c'est obligatoirement la chaise longue et que ça va être, excuse-moi l'expression, un peu la glandouille à Punta Cana. Effectivement, là, tu vas revenir très loin. Il faut le voir comme un processus de remise à zéro pour pouvoir bien redémarrer, comme si tu rebootais ton ordinateur pour qu'il soit toujours aussi performant.
D'accord Fred, maintenant je te propose qu'on rentre un peu plus dans la pratique et l'optimisation de cette période de repos. On va se mettre en situation, ça y est, on est le 2 juillet et j'ai décidé de partir en vacances. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai fini ma semaine d'entraînement et ça y est, je coupe complètement. Alors moi, je te conseille d'éviter absolument le fait de couper du jour au lendemain. Surtout si tu étais dans une phase d'entraînement, on va dire intensive ou normale en fait. Pour une raison toute simple. Ton organisme, il est, par exemple, Ouais. c'est la fin de saison, tu arrives en fin juin, fin juillet. Depuis septembre, tu le soumets à un stress et à des phénomènes d'adaptation. Donc, l'organisme sait t'adapter à toutes ces contraintes que tu lui imposes, notamment au niveau énergétique. Tu coupes du jour au lendemain, l'organisme, il comprend pas forcément tout de suite. Donc, tu peux déjà avoir un premier phénomène que par rapport, par exemple, à ton alimentation, il va continuer à stocker comme si tu avais la même dépense énergétique, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, du coup, là, on peut avoir une prise de poids assez rapide les premiers jours où on coupe, tu vois. Et pareil, au niveau de toutes les adaptations, ça peut perturber. L'idée, c'est d'accompagner cette période de régénération avec ne serait-ce qu'une semaine où l'entraînement décroît en intensité et en nombre de séances par semaine. Si par exemple tu t'entraînais 5 fois par semaine ou 3 fois, et ben tu réduis à 3 ou 2 ou une séance et avec des allures beaucoup plus modérées pour déjà envoyer un signal au corps. Attention, je ralentis, c'est comme si il y avait le feu rouge qui arrivait, et ben je pile pas d'un coup, mais je freine progressivement. Ok, donc effectivement, c'est une information qui est importante. On n'arrête pas du jour au lendemain et finalement, on va progressivement se désentraîner. Et parce que oui, il y a effectivement un risque de prise de poids et je dois le confirmer. Parce que je reviens d'un séjour, figure-toi, à New York, hein, où j'ai passé 5 jours et malheureusement, 5 jours magnifiques, je suppose. 5 jours magnifiques, mais pour tous ceux qui ont déjà visité New York, vous savez qu'on marche beaucoup, hein, qu'on fait beaucoup de kilomètres et que c'est pas évident d'aller courir juste après parce qu'on a les pieds en compote. Mais Et c'est de l'entraînement invisible, là. Certains ah, qualifient ça d'entraînement invisible, hein. alors ça pourrait être de l'entraînement visible, je suis d'accord avec toi Fred. Enfin oui, on peut le qualifier comme ça. Mais du coup voilà, j'ai pas couru et en plus à New York, tu sais que tu manges pas forcément très diététique, hein. Il y a quelques burgers qui quand même sont passés par là, j'aurais eu le temps de m'en priver. Et Il me semble avoir vu ça, oui, effectivement. je l'ai pas caché, hein. Je t'ai envoyé quelques photos voilà, où je te taquinais un peu avec ça. Donc je me suis fait plaisir et c'est aussi fait pour ça les vacances. Mais sur la balance au retour, j'ai vu que voilà, ça avait eu un impact sur ma prise de poids. Mais du coup Fred, quand on est en repos absolu, est-ce qu'on n'a plus du tout le droit de faire de sport? Est-ce que vraiment, là tu me parles d'entraînement invisible avec New York et le fait que je marchais, est-ce que par exemple je peux continuer de la randonnée ou c'est plus aucun sport? Alors, sincèrement, on est sportif. Donc, déjà, notre esprit l'est. Donc, on a déjà intérêt, ce que je pourrais appeler dans une démarche de santé générale, d'équilibre personnel, de maintenir une activité. C'est l'été, il fait beau, ça serait quand même assez dommage de se dire bon bah je fais rien et je reste totalement assis, soit dans ma chaise longue si je suis au bord de la plage ou dans mon canapé ou je ne sais où. Voilà, il faut quand même en profiter. T'as des sports qui sont très complémentaires avec la course à pied. Souvent, on les connaît. C'est la natation, le vélo, la randonnée. Tu en parlais, que ça soit en milieu urbain parce que tu découvres une grande ville comme New York ou parce que tu vas passer des vacances à la montagne. Tu as aussi le golf. Et tu as d'autres sports, par contre, qui vont être plus traumatisants, notamment tout ce qui est sport de changement d'appui et qui peuvent, par contre, traumatiser les articulations, les ligaments. Donc tout ce qui est tennis, basket, foot, il faut être vigilant avec ces activités-là. D'ailleurs, à ce sujet, petit aparté, moi qui m'amuse souvent assez beaucoup et que les gens savent pas forcément, certains sportifs, et notamment tous les sportifs professionnels, ont des clauses dans leur contrat leur interdisant la pratique de certains sports justement à cause de ces risques. Et c'est d'ailleurs pour ça que le golf est notamment beaucoup pratiqué dans certains sports, parce que c'est un des sports qui n'est pas interdit. Par exemple, les rugbyman du top 14 ont dans leur contrat l'interdiction formelle d'aller faire du ski alpin l'hiver, hein, parce que l'été c'est un peu plus difficile d'en faire. Voilà, donc c'est pour ça, et c'est justement on parlait de ski, on a entendu récemment Tony Parker qui a racheté une station de ski dans les Alpes, avec toute l'ironie que lui-même ne peut pas en profiter, parce que lui a également dans son contrat l'interdiction de pratiquer ce sport. Maintenant, on n'est pas tous Tony Parker ou un joueur du top 14 ou cet équivalent-là. Donc, les vacances d'été, notamment estivales, sont l'occasion de faire
des jeux de balles avec ses enfants, avec ses amis, du beach volley ou la traditionnelle partie de raquettes sur la plage. Ne vous en privez pas non plus. Mais sachez y aller aussi modérément. C'est des moments qui doivent rester des moments de plaisir et de partage. Donc, profitez. Et le fait de maintenir une activité aussi minime soit-elle permettra justement de limiter l'impact du désentraînement. Ça, il faut quand même en avoir conscience, hein, parce que lorsque tout à l'heure on donnait les chiffres, c'était vraiment pour un désentraînement absolu, c'est-à-dire je ne fais rien du tout. Alors que si vous maintenez une activité même qui n'a pas forcément de rapport avec la course à pied, mais où vous entretenez un peu le cardio et les fibres musculaires et votre activité énergétique, eh ben, ça vous permettra également de mieux repartir. D'accord, donc on a le droit de pratiquer d'autres sports que la course à pied, comme tu l'as dit, le vélo ou la natation. Après, évidemment, il faut être dans une logique récréative et pas le faire dans une optique de performance, sinon il n'y a aucun intérêt à cette phase de repos. Et être vigilant, tu l'as rappelé, à tous les sports d'appui, c'est-à-dire par exemple le tennis, le basket, où les genoux sont assez sollicités. C'est le cas aussi pour la course à pied où on sollicite beaucoup les genoux. Donc l'idée de cette pause, c'est aussi de régénérer tout ça. Donc par ressolliciter les muscles et les articulations qui sont déjà mis à rude épreuve avec la course à pied. Fred, maintenant, pour aller plus loin, on a laissé passer cette période de repos, on s'est bien reposé en juillet, août, on a profité de la plage, et voilà qui arrive la rentrée début septembre, et là on doit se réathlétiser. Comment on doit s'y prendre pour optimiser tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors là, je te dirais, c'est comme la coupure. Tu dois y aller progressivement. Tu dois envoyer le signal à ton corps que les vacances sont finies et que tu t'apprêtes à reprendre pleinement du service. Tu vois, je vais refaire un parallèle avec le monde professionnel parce qu'on le vit tous et je pense que ça va beaucoup parler. Les premiers jours où tu rentres au bureau, bah, tu ouvres ta boîte mail, alors tu en as des centaines, des milliers, tout dépend la durée de tes congés. Et tu commences par écluser tout ça, à reprendre un peu le fil, des dossiers en cours, tu te remets un peu à niveau avant vraiment de rentrer dans le dur. Et ben l'entraînement, c'est exactement la même chose. Tu commences par une première période que moi je conseille de 3 semaines, avec un gros travail d'endurance, c'est-à-dire que tu vas éviter le travail à haute intensité, de façon à déjà réamener ton corps, à retravailler la caisse pour que tu puisses ensuite encaisser, parce que la saison va être longue, donc il faut juste se préparer et se remettre dans le bain. Par exemple, après une coupure de 3 semaines, tu reprends par une semaine où tu ne vas faire que des petits footings. Premier footing 30 minutes, deuxième 35, troisième 40, par exemple. Si tu t'entraînais 5 fois par semaine. Si tu t'entraînais 3 fois par semaine, tu reprends juste par 1 ou 2 footings à allure vraiment réduite. Vous devez presque avoir le sentiment d'être un escargot et ça sera très efficace. Mais justement, ça va vous permettre de vous reconstituer, déjà de préparer le corps. Ah, attention, on est reparti, bientôt, il va falloir être prêt. Et petit conseil supplémentaire, quand vous revenez, surtout n'hésitez pas à courir sans montre GPS, à ne pas faire attention au chrono et à ne pas comparer, surtout avec ce que vous faisiez avant cette période de coupure, parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt et en plus, ça va vous rajouter de la pression. Du coup, Fred, une fois qu'on s'est bien reposé l'été, est-ce que on peut enchaîner la saison complète de septembre à juillet prochain sans autre coupure? Évidemment non, parce que je pense que si tu fais ça, ton corps va vite te rappeler à l'ordre de différentes manières et ça risque d'être un peu brutal. Tu dois organiser des moments de récupération dans les cycles, entre les cycles d'entraînement. On en a parlé, on détaillera vraiment cet aspect-là dans l'épisode sur la récupération. Mais juste en quelques mots, on a vu que les désadaptations interviennent de manière significative au bout de 10 jours. Et du coup, tu vois de nombreux athlètes qui, par exemple, après la saison de cross, font une semaine de coupure. Tu coupes 7 jours, ça n'a aucun impact sur tes capacités. La semaine suivante, tu es apte à reprendre les séances telles que tu les faisais avant ta petite coupure d'une semaine. Donc, ça a été également étudié par Inigo Mujica, parce qu'en fait, on voit que les jours de repos ou les petites phases de repos, même des microphases, c'est-à-dire 3 ou 4 jours placés à certaines périodes de l'année, sont très bénéfiques plutôt que fonctionner uniquement en gros bloc de repos à chaque fois, bloc de 3 semaines. Donc tu as ton bloc estival qui est un bloc de régénération de 3 semaines et après, à l'intérieur de septembre à juillet suivant, tu mets des petits blocs
de 2-3 jours, voire une semaine, suivant les distances que tu as effectuées et les compétitions que tu as préparées. D'accord, comme tu l'as dit, on reviendra dans l'épisode 2 dédié à la récupération sur les cycles, les mini-cycles de repos qu'on peut s'accorder tout au long de l'année, pendant les fêtes par exemple, ou après les grandes échéances. Mais sinon, à mon avis, ce que vous devez aussi retenir de cet épisode, c'est qu'on l'a vu, il n'y a pas de baisse significative de la performance en dessous des 10 jours de désentraînement. Donc, même si, par exemple, vous êtes malade durant votre saison, des fois on peut hésiter. On est malade, on chope une grippe ou encore une rhinopharyngite, c'est courant l'hiver, et on peut culpabiliser à l'idée de ne pas aller s'entraîner. Ben voilà, prenez le temps pour récupérer. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous de vous reposer et de refaire du jus qu'aller vous entraîner sur de la fatigue ou sur une maladie. Donc en fait, ça aura l'effet inverse. Vous n'allez pas du tout progresser, vous allez même régresser. Donc des fois, c'est plus intelligent de se reposer. Pareil, on peut être éloigné aussi de l'entraînement pour des raisons professionnelles, pour des déplacements. Ou même pour des raisons personnelles. Par exemple, sur le pro, nous, ça a été notre cas, enfin plus particulièrement pour moi, puisque j'ai lancé le podcast avec toi et du coup, ça a pris un peu de temps. Donc forcément, mon entraînement en a bavé. Mais voilà, pas d'inquiétude. Je sais que ça va revenir assez vite quand je vais revenir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai prêté une oreille et j'avais plein de questions sur cet épisode-là parce que je suis concerné et j'espère que ça va bien m'aider. Tous tes conseils pour revenir dans les meilleures conditions. Alors, donc tu as toutes les clés. En tout cas, j'espère qu'à la fin de ce podcast, tu auras toutes les clés. Et effectivement, on peut avoir différentes phases dans une vie, que ça soit lié à la maladie, à une blessure, à des raisons professionnelles. Car moi, comme toi, j'ai été très occupé, notamment avec toi, mais ça a été un plaisir. Et du coup, on doit, entre guillemets, on laisse filer. Mais déjà dans ces périodes-là, en tout cas, quand on est très pris professionnellement, parce qu'il faut distinguer les différents moments. Si on est très pris professionnellement, on entretient, excusez-moi le terme, on entretient la machine. C'est-à-dire que si on ne peut faire que 2-3 footings par semaine ou que 2 ou que 1, on le fait, ça sera toujours mieux que rien. Voilà, on peut avoir des périodes où, par exemple, si on devient parent, ceux qui ont des enfants en bas âge à la maison sauront de quoi je parle, je l'ai connu aussi. Quand on a passé la nuit à se lever toutes les 2 heures, si on a un enfant qui est un peu difficile sur ses premières nuits, le soir on n'a peut-être pas la force et la motivation pour aller se faire une séance de 10 x 400. Mais voilà, ce sont des périodes qu'il faut accepter parce que c'est aussi des périodes de vie très importantes, mais on entretient le corps à l'exercice et en faisant cela on limite la déperdition. Et c'est très important de préciser, d'insister sur ça. Si on est très occupé ou si vraiment on n'est pas bien, on est malade, si on va s'entraîner, on risque la blessure. Donc il faut être très vigilant sur ça. On risque je dirais, dans le meilleur des cas, le corps risque de craquer. Dans le pire des cas, ça va être le corps et la tête qui vont lâcher, un peu comme un burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas tout faire. Il faut savoir, comme en toute chose, hiérarchiser les priorités. On a des périodes, où peut-être ça va être le boulot ou la famille pour des raisons très particulières qui vont prendre le pas. Mais derrière, on sait qu'on va revenir et que si on se laisse le temps, il n'y a aucune raison qu'on ne retrouve pas son niveau. Il faut savoir être patient, c'est comme toute chose. Très bien Fred, et du coup je vais te poser une question qui concerne la prévention. Est-ce qu'il existe des signes qui peuvent nous laisser penser qu'on a besoin de repos absolument ou qu'on risque un burn-out? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, ton corps t'enverra obligatoirement des signaux si tu ne respectes pas effectivement les temps de régénération, les temps de récupération. Ça, c'est clair et tu en as parlé tout à l'heure, à un moment vient la blessure. Souvent, la blessure, elle vient soit parce qu'on y a été trop dur, trop d'intensité, mais c'est aussi parce qu'il y a certainement eu trop de cumul de charges à un moment donné et les temps de régénération, de récupération n'ont pas été suffisants pour permettre au corps d'encaisser cette nouvelle charge. Très concrètement, tu peux avoir 2 types de signes. Tu vas avoir les signaux physiques. Donc, on disait déjà, ça commence par les petites gênes musculaires, les petites douleurs qui apparaissent, qui persistent sur des efforts à faible intensité. J'insiste sur ce sujet. Les raideurs musculo-tendineuses, ça, soyez attentifs. Souvent, quand on va s'entraîner, on se dit si je m'écoute trop, je fais rien. C'est aussi vrai. Mais si on s'écoute pas du tout, on va aussi dans le mur. Il faut trouver la juste mesure. Et au niveau mental, un signe évident qu'il est peut-être temps de se mettre une petite coupure,
c'est la lassitude, tout simplement le manque d'envie, des fois le besoin de se forcer de manière répétée pour aller s'entraîner, et cela même pour un footing léger. Bien sûr, s'il pleut des cordes ou que la journée est un peu difficile, le soir on n'a peut-être pas envie, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être dans une phase de récupération. Par contre, si cet état-là se répète sur plusieurs jours, voire semaines, c'est vraiment une alerte que vous envoie votre organisme pour dire « Oh là, lève un peu le pied ». Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et comme beaucoup de coureurs, je pense, moi, à titre personnel, c'était exactement ça, quoi. C'est vrai que je m'entraînais toute l'année, j'avais des saisons qui étaient assez longues avec les corridas, les crosses, la saison sur piste et généralement, après les interclubs, j'avais cette lassitude qui commençait à s'installer. Je glissais un petit 10 km sur route, histoire de ne pas finir la saison trop tôt. Continuer jusqu'en juillet, mais vraiment c'était très dur et là c'était exactement ça, c'est-à-dire que j'étais dégoûté à l'idée d'aller m'entraîner et là c'est le signe que mon corps me dit stop, prends une coupure, essaye de prendre du recul sur ta pratique et puis je pense aussi qu'il faut savoir manquer de course à pied, il faut savoir se priver de course à pied pour conserver cette passion, pour manager cette passion et toujours prendre du plaisir. Et la notion de plaisir dans une discipline aussi dure que la course à pied, elle est essentielle pour pas craquer. C'est exactement ça. Une saison de course à pied, elle est très exigeante, et elle est fatigante au niveau physique, hein, évidemment, ça on le comprend aisément, mais aussi au niveau psychologique, à la fois l'entraînement et l'investissement dans les compétitions. Voilà, donc à un moment, il faut régénérer tout ça et se mettre des moments entre guillemets de pause. Et comme on l'a vu, c'est pas forcément des moments où on ne fait rien du tout. Attention, ne tombez pas dans l'excès inverse, mais des moments où on se laisse respirer, où on s'impose plus rien et on vit vraiment le plaisir de courir ou de se régénérer tout simplement. C'est noté, Fred, on l'a vu pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est très important de programmer une période de repos dans votre saison, c'est même quasiment indispensable. Et du coup Fred, si on veut conclure cet épisode, avant de passer à l'instant lifestyle, qu'est-ce que tu peux nous conseiller quels sont les éléments clés qu'on doit retenir pour optimiser cette période de repos et mettre toutes les chances de notre côté pour revenir dans les meilleures conditions? Alors, je vais te proposer 5 points clés. Le premier, c'est qu'il faut que tu aies un arrêt et une reprise progressive. On l'a vu, c'est pas d'un coup j'arrête et d'un coup je reprends comme si je m'étais jamais arrêté. On accompagne le corps dans la phase de régénération et on l'accompagne dans la phase de reprise. Le deuxième point, il est toujours intéressant de maintenir une activité annexe. Alors, on l'a vu avec des sports qui peuvent être complémentaires, des sports portés qui vont se porter comme la natation, le vélo, qui vont vous permettre un peu aussi de reposer vos articulations et tout le système musculaire tendineux qui subit beaucoup de chocs avec la course à pied. Ce maintien d'une activité sportive va vous permettre quand même de limiter les pertes d'adaptation liées au désentraînement. Le troisième point, c'est éviter les coupures qui excèdent 3 semaines, 21 jours. Voilà, on a bien vu qu'au bout de 3 voire 4 semaines, les effets du désentraînement basculaient entre guillemets dans une autre dimension et ils s'avéraient beaucoup plus importants. Quatrième point sur lequel il est vraiment important d'insister, c'est il faut s'octroyer des moments de génération tout au long de la saison. Il ne faut pas se dire tiens, je me repose là, je fais ma coupure de 3 semaines et je ne fais plus rien. Dans vos cycles d'entraînement, vous avez chaque semaine 1, 2, 3, 4 jours suivant le nombre de fois que vous entraînez, vous avez des jours de repos. Et pareil, entre les cycles, il faut se donner des moments-là. On l'a vu, au bout de 10 jours, on commence à avoir des effets. Donc si même on coupe 5 jours, il n'y aura rien du tout, vous pourrez reprendre comme s'il n'y avait pas eu de coupure, donc un week-end prolongé pour aller à New York comme notre ami Guillaume ou ailleurs, c'est parfait. Et le cinquième point sur lequel vraiment j'insiste et qui est fondamental et qui je dirais, on aurait pu le mettre en premier en termes d'importance, mais le mettre en cinquième c'est parce que c'est le socle ou le sommet de la pyramide, c'est comme on veut, tout dépend dans quel sens on la regarde, c'est le repos. La régénération, c'est de l'entraînement. Il faut vraiment pas culpabiliser de faire une coupure si on en a besoin ou si on ne peut pas du fait d'obligations professionnelles et personnelles. Ce sont des choses qui vous seront bénéfiques. Ça, il faut bien l'intégrer. C'est pas parce qu'on ne court pas qu'on ne progresse pas. Et vraiment, là, je reprendrai juste une phrase qui m'a été rapportée. Du coup, je vais le citer quand même parce que
C'est mon beau-frère Aboubacar Bakari qui a joué en Ligue 1 avec Lens lorsque Lens a été champion de France de Ligue 1, donc il y a un petit moment de cela. Et il m'avait raconté cette anecdote que un entraîneur lui avait dit Bakary, dans le sport, on s'entraîne jamais assez et on ne se repose jamais assez. Maintenant, tu te débrouilles avec ça. Et je pense que dans cette phrase, on a tout résumé. Il faut vraiment intégrer le fait que la récupération, la régénération, le repos, c'est partie intégrante de l'entraînement et donc ne pas se mettre une pression inutile et culpabilisante sur le fait de prendre un temps pour justement se permettre de repartir de plus belle. Super Fred, merci pour ces 5 éléments clés. Je pense qu'on a fait le tour de la question dans cet épisode et qu'on peut maintenant passer au fameux instant lifestyle. En plus, tu as quelques surprises pour nos auditeurs dans cette édition-là, donc je pense qu'on peut y aller. Allons-y. C'est parti. Dans la tête d'un coureur, l'instant lifestyle. L'instant lifestyle, chaque semaine, on vous dégote les bons plans du monde de la course à pied et du running. En plus, pour cette série-là, on vous réserve une surprise qui nous tient particulièrement à cœur. Fred va vous la présenter dans quelques instants, mais avant, je vais vous révéler mon coup de cœur de cet épisode. Fred, je voulais te parler d'un documentaire sportif. Alors, c'est un documentaire qui est assez différenciant puisque on va pas s'intéresser aux athlètes de haut niveau dans ce documentaire, mais on va s'intéresser à leur coach. C'est un documentaire qui a été réalisé par Manuel Herrero. Alors, il date de quelques années, je crois, mais vraiment, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne le connaissez pas. Et dans ce documentaire, il va interviewer 7 entraîneurs avec 7 visions différentes du sport. On va retrouver des entraîneurs charismatiques. On va retrouver notamment, par exemple, Philippe Lucas, l'entraîneur célèbre de natation. On va retrouver aussi Tony Nadal, qui est l'oncle, mais aussi l'entraîneur de Rafael Nadal. On va retrouver, pour les fans du PSG, ça va être assez parlant, notre ami Carlo Ancelotti, pareil, un entraîneur complètement atypique. Et aussi, le monde de la course à pied n'est pas oublié, puisqu'on va s'intéresser à un entraîneur, une légende de l'entraînement, notamment au Kenya, qui entraîne des athlètes de haut niveau, pour ne citer par exemple que David Rudisha. Je crois que tu le connais, Fred. Tu vois de qui je veux parler? Je pense que tu parles du fameux Brother Colm, frère Colm. Exactement, frère Colm, puisqu'effectivement, oui, c'est un prêtre, je crois. Alors, il fait partie d'une congrégation religieuse irlandaise, effectivement. C'est exactement ça, et d'ailleurs il parle de son parcours dans le documentaire que je vous recommande fortement. C'est vraiment intéressant d'avoir la vision de ces 7 coachs. Vous avez plein d'éléments clés aussi qu'il donne pour s'entraîner, pour construire un mental, et en plus c'est très motivant, ça donne envie d'aller à l'entraînement et de se dépasser. Donc vraiment foncez le regarder, vous pouvez le trouver sur Canal Play, je crois qu'il est disponible sur Canal Play. Le titre du documentaire, je ne vous l'ai pas encore précisé, tout simplement ça s'appelle Coach, et vous pouvez aussi le retrouver, ça c'est ce qu'un informateur secret m'a dit, il serait aussi disponible sur YouTube. Donc si vous tapez documentaire coach sur le moteur de recherche également, vous allez le trouver. Donc voilà, Fred, toi je sais pas si tu connaissais ce documentaire coach. Alors pas du tout, et du coup dès qu'on a fini notre échange, je vais aller voir ça de suite. Et fonce le regarder parce que c'est vraiment un super documentaire. D'ailleurs je suis surpris que tu ne le connaisses pas encore, mais du coup je suis ravi de t'apprendre l'existence de ce doc. Mais tu vois, on connaît pas tout et on peut toujours progresser chaque jour, et voilà, et ça il faut en avoir conscience. Donc voilà, je suis plutôt reconnaissant d'avoir une nouvelle chose pour m'enrichir. Eh bien parfait, et maintenant ça va être à ton tour de nous parler de ton instant lifestyle, et je crois en plus que cette semaine c'est un peu particulier et qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, dont tu veux nous parler, c'est ça? Tout à fait. Alors l'instant lifestyle, ça va être le 17 novembre 2019, la Great Ethiopian Run. C'est un 10 km au cœur d'Addis Abeba. Je vous en parle parce qu'en fait, on a décidé, avec Guillaume, avec Dans la tête d'un coureur, de vous inviter à participer à cette fabuleuse course. Donc 10 km dans Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, 2400 mètres d'altitude, 40 000 participants. Vous avez les meilleurs coureurs éthiopiens, donc on peut considérer que vous avez parmi les meilleurs coureurs mondiaux. Mais attention, il y a aussi le
le coureur normal entre guillemets, si on peut être coureur normal en Éthiopie, mais voilà, c'est pas une course réservée uniquement à l'élite éthiopienne et mondiale, puisque on n'a quand même pas 40 000 élites mondiales. Donc on a décidé de vous inviter à venir découvrir cette course, à venir découvrir l'Éthiopie, Addis Abeba, dans ce contexte vraiment festif et particulier de ce qui est à l'heure actuelle un des plus importants 10 km au monde et la course la plus importante d'Afrique. C'est vrai que ça va être une course exceptionnelle. Les 10 km d'Addis Abeba, c'est le plus gros 10 km d'Afrique. En plus, c'est en Éthiopie, donc c'est le berceau de la course à pied mondiale. Avec le Kenya, c'est vraiment les deux plus grandes places de l'athlétisme mondial. Voilà, il y a les plus grands coureurs qui seront présents. Et puis, il y a une ambiance surtout de folie. Voilà, c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Et du coup, pour faciliter l'organisation, on a décidé de créer une offre, une espèce de package pour pouvoir proposer une solution clé en main. C'est beaucoup plus simple, surtout sur le continent africain. On vous prendra complètement en charge. Et du coup, Fred, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que va comprendre cette offre et pourquoi ça va être une expérience unique pour nos auditeurs qui décident d'y participer? Alors, de manière très concrète et l'idée, c'est qu'on vous venez et à parcourir sur place, vous n'aurez rien à faire, on va s'occuper de tout pour vous. On vous emmène dans le centre de Haile Gebrselassie, le fameux Yaya Village, qui est un centre réputé et vraiment haut de gamme dans la périphérie d'Addis Abeba, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est à 30 minutes en véhicule d'Addis Abeba, donc c'est comme si on était à 10. On va aller courir ce qu'on arriverait le jeudi soir, le vendredi matin et samedi matin avec un groupe d'athlètes élites éthiopiens pour un peu commencer à s'acclimater, profiter, voir comment ils s'entraînent. Les 2 après-midi, visite d'Addis Abeba et des lieux les plus importants comme la fameuse Trinity Church, Meskel Square qui est un haut lieu du sport éthiopien. Et le samedi soir, la fameuse pasta party, même si là ce n'est qu'un 10 km, la pasta party qui regroupe énormément de coureurs et au cours de laquelle vous pourrez rencontrer Haile Gebrselassie himself. On va dire c'est un peu un des dieux vivants de la course à pied actuellement. Et le lendemain, participer à cette fabuleuse fête, échanger avec les coureurs, la population locale, s'enrichir et voir vraiment toucher du doigt ce que représente la course à pied dans ces pays. Et vous comprendrez peut-être que finalement, il n'y a rien de génétique dans toute cette réussite, mais il y a beaucoup de cœur, d'amour et de travail. Parce que quand vous allez voir l'importance que peut avoir une course à pied de 10 km, là je vous parle même pas d'un marathon, c'est encore plus festif que le marathon de Berlin, Paris et Londres réunis, vous allez comprendre pourquoi de ce pays sortent les plus grands athlètes mondiaux. Il y a un tel engouement, je pense que même en passant 3 jours sur place, soit vous allez vouloir rester, soit vous allez rentrer en disant moi je deviens athlète élite demain. Effectivement, c'est impressionnant à voir à quel point l'Éthiopie est passionnée par la course à pied. C'est vraiment l'un des berceaux de l'athlétisme mondial. Et c'est ça l'enjeu en fait. Parce que aller courir un 10 km, évidemment, c'est pas cette course où vous allez performer, on va pas se mentir. On est à 2400 mètres d'altitude, tu l'as rappelé, et c'est un très gros 10 km. Donc c'est pas là où on va aller chercher une performance. La promesse, elle est pas là, elle est différente. La promesse, elle est vraiment humaine. C'est une aventure humaine exceptionnelle à la rencontre d'une population, d'une civilisation qui est assez différente de la nôtre, d'un continent qui est aussi différent du nôtre, et c'est rencontrer de nouvelles personnes, s'imprégner de cette culture, aller à la rencontre et vivre la passion qu'ont les Éthiopiens pour la course à pied, voilà, et vous faire plein de souvenirs. Donc nous on avait à cœur de vous faire vivre ça parce qu'on adore ce pays. Toi Fred, tu emmènes régulièrement d'ailleurs des athlètes faire des stages de 3-4 semaines là-bas, donc tu connais très bien les lieux, et du coup c'est top parce que tu vas pouvoir nous faire découvrir et nous servir de guide un peu VIP pour vivre cette expérience. Donc c'est une sacrée chance et il faut la saisir. Exactement, c'est vraiment. Alors, je pourrais utiliser tout un tas de mots, mais je pense qu'il y en a aucun qui sera suffisamment fort pour vraiment vous détailler ce que vous allez vivre sur place. C'est pas à entendre la Great Ethiopian Run, je sais pas à vous le décrire, c'est vraiment à vivre au cœur même. Et comme je le disais, là, vous allez vraiment comprendre ce que c'est l'amour de la course à pied et être dans un pays qui, entre guillemets, ne vit quasiment que pour ça.
Et voilà, c'est vraiment au-delà, mais ça fait partie de l'ensemble de rencontrer une manière différente d'être, une autre culture, des gens vraiment très accueillants. Vous allez repartir vraiment enrichi de cette expérience, du fait des échanges humains que vous allez avoir, mais aussi des athlètes élites que vous aurez côtoyés, parce que vous allez voir concrètement comment ça se passe. Et quand vous allez voir que vous entraînez avec même des athlètes qui ont des chaussures trouées dans tous les sens, et que quand vous leur demandez leur temps, les gars ils vous disent qu'ils sont 1 heure 1 sur SMI, vous allez dire ah bah, effectivement peut-être que la technologie c'est bien, mais il y a beaucoup de travail derrière aussi, et vous allez vraiment rencontrer cette culture de l'humilité qu'il y a sur place. Ok, donc si vous voulez plus d'informations sur ce séjour, les modalités, le détail jour par jour du programme, rendez-vous sur notre site www.danslateteduncoureur.fr. On a créé un post spécifiquement sur ça. Donc dépêchez-vous, puisque pour toutes les personnes qui vont s'inscrire avant le 15 juin, il y a un tarif préférentiel qui est quand même extrêmement avantageux. Et dans nos offres, enfin dans l'offre qu'on propose, tout est inclus, que ce soit le vol, la restauration, les visites, les parcours d'entraînement avec les lièvres. Vraiment c'est du clé en main. Donc foncez sur le site internet et n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez besoin de plus de questions. En tout cas, on est impatient de vivre cette expérience avec vous. Voilà. Écoute Fred, je pense qu'on a fait le tour. C'est le moment de se quitter. Déjà ? Et oui, déjà, c'est toujours trop court les épisodes avec toi. Et puis en plus, on arrive presque à la fin de la saison 1, puisqu'on va diffuser encore le 15 juin prochain une interview. Et puis cet été, comme je vous l'ai dit en introduction, on vous réserve un épisode spécial, un FAQ, une foire aux questions, où vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. On y répondra. On va essayer de créer un maximum d'interactions, vous faire participer en fait à un podcast. Donc voilà, on essaie d'organiser ça. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit en inbox sur Facebook, Instagram. On mettra aussi des posts spécifiques pour recueillir vos questions, ou n'hésitez pas à le faire par email aussi à l'adresse suivante pe@dltdc.fr, et on traitera tout ça. N'est-ce pas Fred ? Exactement, ça sera le moment de poser toutes les questions que vous n'osez pas nous poser, mais là en plus vous aurez le droit, et nous on aura l'obligation, et on s'y pliera, d'y répondre totalement. Et en toute honnêteté et transparence. Ah, on pourra compter sur vous, monsieur le Premier ministre. Totalement, là je ne ferai pas de langue de bois. Eh bien, tant mieux. Donc, rendez-vous le 15 juin prochain pour l'interview, et cet été sur la plage pour le FAQ. Eh bien, Fred, c'est le moment de te quitter, de te souhaiter une très bonne semaine. À bientôt. À bientôt.